Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse Kawaishi, je suis avocate et médiatrice en droit de la famille et j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir étape par étape le droit des successions. Le droit des successions, c'est une matière qui est difficile, qui est complexe et pour cette raison, j'avais envie de vous présenter étape par étape la chronologie d'une succession. Je vous propose de commencer aujourd'hui le premier cours avec la question de l'ouverture de la succession. En premier lieu, nous allons étudier les causes de l'ouverture de la succession. Il existe aujourd'hui trois causes d'ouverture d'une succession. La première cause, c'est la mort. La deuxième, c'est la déclaration judiciaire d'absence. Et la troisième cause, c'est ce qu'on appelle la transcription du jugement déclaratif d'absence. Revenons sur la première cause d'ouverture d'une succession qui est la mort. La mort, bien entendu, vous savez tout ce que c'est. Les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt. C'est ce qui est prévu par l'article 720 du Code civil. Le terme mort désigne bien entendu le décès par mort naturelle constaté par l'acte de décès. L'acte de décès doit mentionner une série d'éléments. Premier élément, le jour. Deuxième élément, l'heure. Troisième élément, le lieu du décès. La date qui est constatée par l'acte de décès ne constitue qu'une présomption. Amis juristes, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette présomption peut être contestée. Et bien entendu, c'est à celui qui conteste cette présomption d'en rapporter, d'en établir l'inexactitude. Donc on a vu la première cause d'ouverture d'une succession, c'est donc la mort. Deuxième cause d'ouverture d'une succession, c'est la déclaration judiciaire d'absence. Le procureur de la République ou les parties intéressées peuvent saisir le tribunal pour obtenir ce qu'on appelle une déclaration judiciaire d'absence. C'est ce qui est prévu par l'article 88-1 du Code civil. Alors, quand est-ce qu'on va demander une déclaration judiciaire d'absence? Il y a en fait deux situations dans lesquelles il est possible de solliciter une déclaration judiciaire d'absence. Première situation, c'est ce que prévoit, je vous l'ai déjà dit, l'article 88-1 du Code civil, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n'a pu être retrouvé. Donc ça, c'est la première situation dans laquelle vous pouvez demander une déclaration judiciaire d'absence. Deuxième situation, tout étranger ou apatride disparu, soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France, eh bien, pour cette personne qui a disparu, c'est possible de demander une déclaration judiciaire d'absence. Et enfin, troisième possibilité, pour demander une déclaration judiciaire d'absence, c'est également possible lorsque le décès est certain, mais que le corps n'a pas pu être retrouvé. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Je vous ai dit la première possibilité, c'est la mort. La deuxième possibilité, c'est la déclaration judiciaire d'absence. Et la troisième possibilité, enfin, c'est la transcription du jugement déclaratif d'absence. Donc vous avez votre jugement d'absence, il est transcrit et à ce moment-là, il est possible de solliciter l'ouverture de la succession. On a donc vu aujourd'hui quelles étaient les causes d'ouverture de la succession. Maintenant, on va voir à quelle date on peut ouvrir la succession. Alors, d'abord, la date de décès. La date de décès, en fait, sachez que c'est une date extrêmement importante, vous vous en doutez. C'est pas une date importante simplement d'un point de vue moral, c'est une date importante d'un point de vue juridique. Je vous explique pourquoi. La date de décès, en fait, elle détermine l'identité des successibles. Elle détermine la date de naissance de l'indivision entre les successibles. Elle détermine troisièmement la date d'évaluation des biens pour le calcul de la quotité disponible, article 922 du Code civil. Elle détermine également le délai de 4 mois qui va être imparti à l'héritier avant d'être contraint de faire connaître son opinion. Elle constitue également la date de décès le point de départ du délai fiscal de 6 mois ou d'1 an si le défunt est décédé hors de la France métropolitaine. Et donc c'est un délai fiscal de 6 mois ou d'1 an pour la déclaration de succession qui est prévue par l'article 641 du Code général des impôts. Et dernier point de départ de cette date de décès, c'est pour exercer une action en réduction et sachant que la prescription de cette action est d'une durée de 5 ans, conformément aujourd'hui aux articles 921 alinéa 2 et 1077-2 du Code civil. Bon, je sais que c'est dense, c'est du droit des successions, mais en même temps, c'est très carré. J'essaie de vous en dire le moins possible, mais en même temps, de vous donner l'essentiel pour que vous compreniez, amis juristes, mais pas également, comment s'ouvre une succession.
Donc vous avez compris, la succession, elle s'ouvre à l'instant même du décès. Quand je parle d'instant, c'est un mot qui est choisi. C'est-à-dire que l'heure du décès, elle est absolument essentielle. Et quand est-ce qu'elle va être essentielle, cette heure du décès? Elle va être essentielle lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, vont mourir dans un même événement. Par exemple, ils meurent tous les deux en même temps dans un accident de voiture, dans un accident de voiture, dans un accident de bateau, je ne sais pas, dans n'importe quel accident, ils meurent exactement en même temps. Eh bien, dans ce cas-là, ce que vous dit le code, c'est qu'il faut établir l'ordre des décès par tout moyen. C'est l'article 725-1 du Code civil, alinéa 2 et alinéa 3. Et donc, vous avez deux possibilités. Soit il est possible de déterminer cet ordre des successions, et dans ce cas-là, la succession se fait de manière classique, soit cet ordre ne peut pas être déterminé. Ça veut dire, en gros, on ne sait pas qui est mort en premier, qui est mort en deuxième, en second. Donc, dans ce cas-là, on considère que la succession de chacun des successibles doit être dévolue sans que l'autre y soit appelé. Ça veut dire que vous avez deux personnes qui meurent en même temps. Il n'est pas possible d'appeler l'autre à la succession. Sauf, et là c'est l'exception, bien sûr, règle de la représentation de l'une des deux personnes dans la succession de l'autre. En somme, par exemple, là vous avez deux personnes, ils meurent tous les deux en même temps. Eh bien, supposons que cette personne-là a un enfant, eh bien, cette personne-là pourra être représentée et donc, parce qu'elle est représentée, son enfant pourra hériter. J'espère que vous avez compris, je sais que ça peut être un peu compliqué, mais dites-vous que c'est une règle qui a pour objectif, en fait, de simplifier la date d'ouverture d'une succession. Donc, on a vu les causes d'ouverture, on a vu la date d'ouverture, maintenant, on va voir le lieu d'ouverture de la succession. Le lieu d'ouverture de la succession, c'est une question, là encore, qui est essentielle. Pourquoi? Parce que le lieu d'ouverture de la succession, en fait, c'est ce qui va déterminer la compétence territoriale de la juridiction. Et en droit français, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit que c'est le dernier domicile du défunt et non pas le lieu de décès qui va déterminer la compétence territoriale de la juridiction, qui va être chargée jusqu'au partage des demandes entre les héritiers, des demandes des créanciers du défunt, des demandes relatives à l'exécution des causes de mort, de l'action en partage, des contestations relatives au maintien de l'indivision ou lors des opérations de partage, et pour tout ce qui est succession mobilière ouverte avant le 17 août 2015, c'est le dernier domicile du défunt qui est donc compétent. Mais pour les successions qui sont ouvertes après le 17 août 2015, vous avez le règlement sur les successions du 4 juillet 2012 qui va s'appliquer. Et à ce moment-là, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui régit l'ensemble de la succession. L'objectif depuis 2015, vous l'avez compris, c'est vraiment d'harmoniser ces règles et d'arrêter avec ces différentes compétences en matière de meubles, en matière d'immeubles, qui compliquent le partage, le règlement d'une succession. C'est donc pour ça que depuis 2015, je vous le répète en un mot, on n'a qu'une seule juridiction qui est compétente pour les meubles et pour les immeubles, et ce sera la loi de la résidence habituelle du défunt, qui va donc régir l'ensemble de la succession. Vous me dites en commentaire si je vais trop vite, si c'est utile pour vous. Vous pensez à vous abonner si, bien entendu, vous avez besoin d'approfondir votre savoir en droit des successions. Sachez que pour moi, c'est un plaisir de parler du droit des successions parce que je pense que c'est un droit technique et que finalement, de se former à cette matière, c'est essentiel pour non seulement quand on est avocat en droit de la famille, mais également plein d'autres matières qui touchent à cette question. Alors, juste un détail, à partir du moment où vous avez un acte juridique en matière de liquidation, il est essentiel de mentionner dès le début de l'acte juridique, que ce soit un acte en matière contentieuse ou non, il est essentiel de mentionner la résidence habituelle du défunt parce que du coup, vous déterminez la loi applicable. C'est donc le premier réflexe à avoir, c'est vraiment ce que je suis en train de vous expliquer. C'est quelle est la cause d'ouverture de la succession, quelle est la date d'ouverture de la succession et quel est le lieu d'ouverture de la succession. Donc, c'est le dernier domicile, la résidence habituelle du défunt qui régit l'ensemble de la succession. Donc, maintenant qu'on a clairement établi quels étaient les process d'ouverture d'une succession, il faut qu'on s'interroge désormais sur les qualités pour succéder. Les qualités, ça veut juste dire quels sont les moyens, qui peut succéder en fait? Non, tout le monde ne peut pas succéder. S'il y a un tiers que je connais pas, il va pas pouvoir succéder, il va pas pouvoir hériter de mon patrimoine. Donc on va voir qui peut succéder.
Bien entendu, vous avez donc pourquoi, je vais vous expliquer en fait une forme de quel est le raisonnement du législateur. On a dit que la succession, elle est ouverte par la mort du défunt. Mais parce qu'elle est ouverte par la mort du défunt, il faut qu'en contrepartie, l'héritier existe au moment du décès. Et la seule limite, c'est que cette corrélation, ces liens entre le défunt et l'héritier ne doivent pas être rompus pour cause d'indignité. On va voir donc en premier point l'existence, c'est-à-dire que l'existence est la première condition pour pouvoir succéder, et la deuxième condition, qu'il n'y ait pas une indignité successorale. Donc, on va parler d'abord de l'existence. Première chose, c'est l'existence physique. Le Code civil impose d'exister lors de l'ouverture de la succession. Et qui va exister en matière de décès? Bien entendu, les personnes physiques en vie lors du décès. Et deuxième point, l'enfant qui est conçu ultérieurement, mais qui va naître viable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un enfant qui est conçu lors du décès et qu'il n'est viable ensuite, donc à moins de 300 jours après le décès, eh bien, dans ces cas-là, c'est possible pour cet enfant conçu qui n'est viable d'hériter et d'être successible. Donc ça, c'est le premier point. Mais vous avez bien compris, donc il y a des personnes qui peuvent hériter, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas hériter. Qui est exclu de la possibilité d'hériter? C'est les personnes qui sont mortes, qui sont décédées dans un événement et que lorsqu'on ne peut pas déterminer l'ordre de décès. C'est le premier point. Et la deuxième exclusion, c'est bien entendu les personnes qui sont nées après le décès lorsqu'elles n'étaient pas conçues à la date du décès. Donc on a vu l'existence physique, maintenant il faut qu'on voit l'existence juridique. Supposons qu'aujourd'hui, on a des personnes qui peuvent être considérées comme existantes, qui peuvent donc être aptes à succéder. Et qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui dont l'existence physique n'est pas constatée, mais qui bénéficient d'une existence juridique. En fait, c'est une fiction juridique. On se dit, on n'est pas totalement sûr de sa mort, donc on va considérer qu'il est encore vivant d'un point de vue juridique, et tant que, bien entendu, cette existence n'est pas démentie. Alors, quelles sont les personnes qui sont considérées comme existantes d'un point de vue juridique et qui, par conséquent, peuvent succéder? Premier point, celui dont l'absence est présumée. Si l'absence est présumée, elle n'est pas certaine. Donc, on va considérer que l'absent est en vie et que pour cette raison, il a la possibilité de succéder. À partir du moment où l'absent acquiert des droits sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ces droits ne peuvent pas être mis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou qu'il a été judiciairement déclaré, quelle que soit la cause retenue pour le décès. En fait, ça veut dire quoi? Je vous le dis simplement, c'est l'article 119 du Code civil qui prévoit ça. À partir du moment où on a considéré que quelqu'un était vivant, en fait, qu'il n'était pas absent d'un point de vue, qu'il était absent juridique, mais son existence physique n'était pas contestée, on considère qu'il peut hériter. J'espère que c'est clair, mais je comprends le point de vue parce qu'en fait, c'est comme si la personne perdait la chance de pouvoir de pouvoir hériter, alors que finalement, elle est encore vivante, ce qui ne serait pas normal. Donc, on attend d'être sûr en fait du décès avant de dire bon, il pourra pas hériter, ou en tout cas, c'est ses successifs qui vont pouvoir hériter. Donc, l'existence juridique. Quand on existe juridiquement, on peut encore hériter. Le premier point, c'est l'absence présumée. Et le deuxième point, c'est les personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté, sont également aptes à succéder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, supposons que vous avez un militaire, il est parti en déplacement pendant 6 mois, il n'y a plus aucun contact avec lui. Il y a un décès, alors plus que 6 mois, mais vous avez une personne qui a disparu de la circulation pour des raisons, par exemple, que vous connaissez, et pour ces raisons, il ne peut pas expliquer qu'il est vivant et qu'il ne peut pas manifester sa volonté. Et bien, dans ces cas-là, on va considérer qu'il y a une existence juridique et l'article 120 du Code civil vous dit il peut quand même hériter. En revanche, il y a des personnes qui, dans tous les cas, seront exclues. Qui va être exclu de cette existence juridique? Premièrement, quand il y a un jugement déclaratif d'absence, vous vous doutez bien que si on a un jugement déclaratif d'absence, c'est que la personne, elle ne va pas pouvoir hériter, c'est l'article 128 du Code civil. Et tout Français dont la disparition a été suivie d'un jugement déclaratif de décès, en vertu de l'article 88 du Code civil, cette personne-là ne pourra pas hériter. Donc, on a parlé des personnes physiques, maintenant on va parler un peu des personnes morales.
Vous avez compris que quand on a une personne physique, il suffit d'être conçu au jour du décès et de n'être viable pour succéder. Eh bien, en fait, ce raisonnement est appliqué aux personnes morales. Vous savez, les personnes morales, c'est par exemple les sociétés. La personne morale, on considère que pour qu'elle succède, doit être constituée au jour du décès pour recevoir par testament. C'est ce que prévoit l'article 906, alinéa 2 du Code civil. Il y a des tempéraments, notamment pour les fondations post-mortem et également pour les fonds de dotation et les fonds de pérennité, mais j'entre pas dans les détails, mais sachez qu'elles existent et qu'il faut y penser aux besoins. Donc, on a vu, je vous répète, que pour les qualités pour succéder, c'est d'abord une existence physique, et que si cette existence physique fait défaut, vous avez encore la possibilité de l'existence juridique, et que le seul moment où on est considéré comme n'existant pas juridiquement, bien entendu, outre la mort, c'est en cas de jugement déclaratif d'absence ou de jugement déclaratif de décès. Passons donc à présent aux personnes morales. C'est le même principe que pour les personnes physiques. Et enfin, dernière condition pour succéder, pour avoir la qualité pour succéder, c'est qu'il n'y ait pas d'indignité. Alors, vous savez, vous pourriez vous dire, oui, l'indignité, c'est un cas d'école, on n'en parle jamais. En fait, en pratique, ça existe même beaucoup plus fréquemment que vous ne pouvez le penser. Être indigne en droit successoral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'a pas la qualité pour succéder parce que le successible a commis des fautes graves et qui sont sanctionnées pénalement vis-à-vis de leur auteur. En somme, ça veut dire que si un successible, donc une personne par exemple qui va hériter de moi, est coupable d'une infraction pénale, par exemple en ayant tenté de me tuer, et bien dans ces cas-là, après, elle ne pourra pas hériter. Alors, je vais être un petit peu plus précise. L'indignité successorale, c'est une peine civile, ce n'est pas une peine pénale. L'indignité successorale, elle est de nature exclusivement personnelle et elle est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas d'indignité successorale qui peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Il faut que le comportement qui entraîne l'indignité soit répertorié par la loi. Vous avez à partir de là deux types d'indignité, donc deux types d'indignité qui font qu'on ne peut pas succéder. Première cause de premier type d'indignité, c'est ce qu'on appelle l'indignité obligatoire. Elle est prévue par l'article 726 du Code civil. L'article 726 prévoit qu'en cas de condamnation du successible, comme auteur ou comme complice, à une peine criminelle, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou pour avoir volontairement donné des coups ou commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, eh bien, en cas de condamnation comme auteur ou comme complice, en somme, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, eh bien, dans ces cas-là, vous avez ce qu'on appelle une indignité obligatoire. Indignité obligatoire, vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'applique de plein droit, sauf décision du tribunal judiciaire. À l'inverse, vous avez une indignité facultative qui est prévue par l'article 727 du Code civil, et je vais vous énoncer cet article qui prévoit qu'à l'encontre d'un successible qui a été condamné comme auteur ou comme complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner, eh bien, ce comportement, qui est donc une condamnation pénale comme auteur ou comme complice, ce comportement est source peut entraîner le prononcé d'une indignité facultative. Alors, pourquoi facultative? Parce que le tribunal judiciaire prononce la déclaration d'indignité après l'ouverture de la succession. Et le tribunal judiciaire peut être saisi si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès. Dans ces cas-là, l'héritier a 6 mois pour saisir. Alors que si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est postérieure au décès, l'héritier a seulement 6 mois pour saisir, pour demander, somme toute, la levée de cette indignité. Bien entendu, en l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. Donc, on a vu finalement qu'il y avait deux types d'indignité. L'indignité obligatoire, dans laquelle le tribunal judiciaire est obligé, où il y a un prononcé de plein droit, de cette indemnité, sauf décision contraire du tribunal judiciaire. Et vous avez une indignité facultative, où là, il y a une faculté
de considérer que cette indignité ne va pas empêcher à la personne auteur d'être successible. Dans les deux cas, l'indignité peut être prononcée après le décès de l'indigne, lorsqu'en raison du décès, l'action publique n'a pu être exercée ou s'est éteinte. C'est ce qui est prévu par les articles 727, alinéa 1er, 2 et 5 du Code civil. Qui peut également être déclaré indigne? Vous avez trois situations. Première situation également pour avoir une indignité successorale, c'est un témoignage mensonger qui a été porté contre le défunt dans une procédure criminelle. Donc dans ce cas-là, quand vous avez un témoignage mensonger, vous avez la possibilité d'avoir une indignité. Deuxième point, c'est l'abstention volontaire, d'empêcher soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt, d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers. En somme, c'est vous êtes volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit, il en est résulté la mort et par conséquent, dans ce cas-là, il n'est pas possible de succéder. Troisième cas, vous avez la dénonciation calomnieuse contre le défunt. Et lorsque vous avez une dénonciation calomnieuse contre le défunt, il n'est pas possible de succéder, notamment en particulier quand une peine criminelle est encourue. Mise en œuvre de l'indignité, donc c'est la question de savoir comment l'indignité successorale va être mise en place. Vous avez, je vous l'ai réexpliqué, deux types d'indignité, l'indignité obligatoire et l'indignité facultative. L'indignité obligatoire, elle s'applique de plein droit, sauf décision du TJ. Et l'indignité facultative, c'est le TJ qui prononce la déclaration d'indignité après l'ouverture de la succession. Quels sont à présent les effets de l'indignité? En fait, l'indignité successorale, elle produit ses effets à compter du jour de l'ouverture de la succession. L'héritier indigne, il est exclu de la succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très violent, ça veut dire que l'héritier doit restituer la totalité des fruits et des revenus qu'il aurait pu percevoir depuis cette date. Ça veut dire qu'à compter de l'ouverture de la succession, si l'héritier indigne a reçu des fonds, des fruits, de l'argent, un patrimoine, des actifs, il doit tout restituer. C'est quand même une conséquence lourde, donc le législateur a tempéré cette solution. Il l'a tempéré par la loi du 3 décembre 2001. Et le premier tempérament, c'est le pardon de la victime. D'une certaine manière, c'est logique, puisque si la victime accorde son pardon au successible, après les faits, ce successible, en fait, n'est pas exclu de la succession. Vous avez deux manières d'obtenir ce pardon, ok? Vous n'allez pas aller considérer, ça y est, j'ai un petit morceau de papier et c'est décidé, ça y est, j'ai la preuve du pardon. Non, c'est quand même plus compliqué. Vous avez d'abord il faut une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que par testament, la victime prévoit expressément de maintenir le successible dans ses droits héréditaires. Vous comprenez, en fait, il faut quand même, après, avoir un acte, donc vous l'avez compris en la forme testamentaire, un acte précis pour prouver que le défunt avait vraiment la volonté de maintenir la succession. Deuxième possibilité, finalement, pour caractériser le pardon de la victime, c'est ce qu'on appelle une libéralité universelle ou à titre universel. Ça veut dire en somme que le défunt par le défunt, la victime postérieurement au fait. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que vous ayez une libéralité qui a été consentie par le défunt à la victime postérieurement au fait. Après, troisième point, vous avez les enfants de l'indigne qui viennent désormais à la succession de leur auteur. Ça veut dire, aujourd'hui, les enfants de l'indigne, les enfants de l'indigne peuvent succéder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, ça veut dire par exemple que si vous êtes un enfant d'un indigne, de quelqu'un qui a commis une infraction pénale ou qui a été condamné pénalement, en tant qu'enfant, par exemple, ou si vous êtes amené à hériter de cet indigne, vous allez avoir le droit d'hériter, alors qu'avant, c'était pas le cas. La seule limite, c'est que si l'indigne est toujours en vie et que lui ne peut pas hériter, l'indigne ne peut pas réclamer la jouissance légale qui est prévue par les articles 386-1 et suivants du Code civil. Voilà pour le premier chapitre concernant l'ouverture de la succession. Je sais que c'était dense, j'espère que ça vous a aidé. Je vous propose de sortir régulièrement des vidéos sur cette thématique et je vous dis à bientôt. Bye bye.